passer à l'aspect politique des choses, le plus important. Maître Bouchard va vous exposer à partir de son expérience de premier ministre, surtout. Mais Maître Bouchard, avant d'être premier ministre, a eu une carrière comme avocat qui a poursuivi après son séjour en politique. Il a été ambassadeur du Canada en France en 1985. Il a été secrétaire d'État au gouvernement fédéral, ministre de l'Environnement, chef de l'opposition et ensuite premier ministre du Québec. Donc, ça lui donne une expérience. Et maintenant, il est de retour dans la pratique du droit. Et étant donné son expérience, là, nul ne doute que ses lumières vont être intéressantes sur le processus politique qui conduit finalement à l'adoption de présenter un projet de loi. Maître Bouchard. Merci, Gilles. Bonjour tout le monde. Je voudrais, si vous me permettez, d'abord saluer M. Pigeon, que j'ai croisé, est-ce qu'il est ici, je crois? Oui. Que j'ai croisé tout à l'heure. Et honnêtement, pour moi, j'éprouve beaucoup d'émotion à le voir aujourd'hui parce que nous avons eu, nous, la chance d'avoir son père comme professeur en droit constitutionnel. Et Philippe Pigeon, là, c'est un homme extraordinaire et très, très engagé dans la législation aussi. Il a apporté beaucoup de clarté dans les concisions. Il écrivait comme les rapporteurs du Code civil de Napoléon. Hein? Il avait une grande concision. Oui, alors, quand Jules m'a demandé de participer à vos discussions, j'ai éprouvé beaucoup de doutes parce que la partie qu'il me réservait n'est pas assujettie à beaucoup de règles et c'est beaucoup à partir de mes souvenirs. Je me suis demandé moi-même comment ça fonctionnait. Je me suis posé la question, comment fonctionnait-on? Là, je me suis remémoré des expériences, j'ai dégagé des bribes ici et là de la perception que j'éprouvais. Il se pourrait qu'aujourd'hui, ce ne soit pas la même chose. Parce qu'il y a déjà maintenant plus de 20 ans que j'ai quitté la vie politique et probablement qu'on a beaucoup amélioré le processus. Sans doute. Sans doute. Mais vous allez voir comment j'ai aperçu l'affaire. L'acte législatif est la fonction la plus importante de celle confiée aux membres d'une assemblée parlementaire qui se veut démocratique. On va en convenir. Le propre de la loi est en effet d'inscrire les rapports de société à l'intérieur d'un cadre rationnel régi par le droit. Ça va plaire à M. Boileau. Ouais. Mais à un moment donné, peut-être je vais lui déplaire un peu, mais on verra. Alors s'impose la nécessité d'un processus d'adoption rigoureux, lui-même soumis à des règles clairement définies. Et on a vu qu'il y a des règles. Il y en a peut-être trop, à mon avis, mais il y a des règles. C'est ce que nous ferons voir les présentations de cette journée d'études. Son déroulement est conçu selon l'ordre chronologique des étapes du processus législatif. On y distingue l'avant, le pendant et l'après. Le cartésien Jules Brière a rangé mon intervention dans la première case. Je vais m'y soumettre. D'autant plus que je ne saurais pas parler intelligemment des autres parties du processus. En un mot, mon propos doit porter sur le pourquoi et celui des autres interventions sur le comment. 3 questions se posent d'emblée à moi. Qui décide du déclenchement du processus? Dans quelles circonstances? Et comment s'évalue la pertinence de légiférer? D'abord, signalons une distinction entre les lois à connotation politique et celles qui ont davantage trait à l'administration de l'État. Je m'attacherai, en ce qui me concerne, au traitement des premières, sans pour autant diminuer la responsabilité qui incombe au législateur de dresser un encadrement efficace et rigoureux à la gestion de l'État. Elles sont fondamentales, ces lois qui règlent l'administration financière, ainsi que les attributs et le fonctionnement d'instances centrales comme le ministère des Finances ou le Conseil du Trésor. Sans doute que, là encore, le déclenchement du processus d'adoption procède d'abord d'une décision émanant du plus haut niveau d'autorité. Mais son impulsion
émanent surtout des organismes administratifs eux-mêmes, soucieux d'assurer la bonne gouvernance de l'État. Et bien qu'elle soulève parfois des enjeux politiques, ce genre de loi trouve donc généralement sa source dans la machine gouvernementale elle-même. En ce qui me concerne, je pense être davantage en mesure d'apporter quelques lumières sur les projets de loi directement liés à des considérations politiques. Et j'entends par politique ce qui met en jeu les grandes orientations de société et leurs conséquences sociales et économiques sur la vie des citoyens. Revenons donc aux interrogations que j'ai énoncées. Je commencerai par la première, sur l'identité du déclencheur du processus législatif. Ce ne peut être que le gouvernement au sens large, et plus précisément, au départ, de ce qu'on appelle le bureau du premier ministre. Je le définirais comme le chef du gouvernement et son directeur de cabinet, très important. C'est pas beaucoup dans les normes que vous définissez, mais le directeur de cabinet est très important. Mais bien sûr, agissant de concert avec le secrétaire général du gouvernement. C'est le trio au cœur de tout ce processus du départ. De là doit venir le signal qui mettra l'opération en marche. La décision ne se prend pas à vase clos, car le Conseil des ministres s'inscrit dans la chaîne consultative d'abord et décisionnelle ensuite, sans oublier, bien sûr, le caucus du parti ministériel. La genèse et les sujets de ces décisions à portée politique peuvent prendre des formes diversifiées, dont je signale les principales. Premièrement, la concrétisation d'un engagement énoncé dans la plateforme électorale, par exemple, la nationalisation des installations hydroélectriques des Shawinigan Power dans le sillage de l'élection de 1962. Et notez ici la différence entre la plateforme électorale et le programme du parti. Ce dernier regroupe un ensemble de mesures cataloguées au fil de la vie militante du parti. Et dans l'imminence d'une élection, cependant, il subit une cure de minceur. Cette transformation en fera ce qu'on appelle la plateforme électorale. C'est le genre de distinction subtile que l'électorat éprouve parfois des difficultés à comprendre. Marc-André Bédard, en campagne électorale à Chicoutimi, veut aller voir la communauté des Sœurs Antoniennes. Il sait que je les connais parce que ce sont mes clients. Je l'accompagne. Il présente le programme, sa plateforme. Campagne des Sœurs, ça va être toujours libéral. Mais puis il était plein dans la salle. Et Marc-André finit son laïus. Pas de question, sauf l'économe dans le coin qui lève la main et qui dit Monsieur Bédard, nous avons ici l'école apostolique, une école privée pour la classe bourgeoise de Chicoutimi. Et les 4 fils de Marc-André la fréquentaient à l'époque. L'école privée. Elle dit j'ai vu le programme du Parti québécois. Il a vu qu'il y avait un problème. Le programme du Parti québécois, c'est dangereux de. Oui, j'ai vu dans le programme que vous allez supprimer les subventions à l'école privée. Ah oui, mais madame. Ça, c'est le programme, c'est pas la plateforme électorale. Ils ont tous voté libéral, on a vu ça quand on a dépouillé le scrutin. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la subtilité de comprendre les choses. Le discours inaugural, c'est le discours du trône. Le discours du trône, une appellation qui nous sera rappelée le 27 mai prochain, lorsque l'annonce formelle du programme législatif du gouvernement fédéral sera prononcée par le roi d'Angleterre. Pardon. Plus exactement, il le fera de son double rôle de roi du Canada que lui confirme la Constitution de 82, en passant, pour mémoire, jamais signée par le Québec. Troisièmement, l'implantation d'une mesure sociale vivement et longuement réclamée par l'opinion publique. C'est le cas, par exemple, du programme d'assurance maladie. Quatrièmement, les interventions liées au rôle de l'État employeur. Je retourne vers mon ami qui a quelques connaissances. La plus célèbre et la plus tumultueuse de ces lois a été adoptée en 1982 par le gouvernement Lévesque. Elle a imposé des réductions de salaire frisant les 20%, décrété la totalité des conditions de travail de centaines de milliers d'employés du secteur public. Jules Brière n'a jamais admis avoir rédigé cette loi. La liste est longue de ces lois dites spéciales, édictant la fin d'une grève et la détermination des dispositions normatives régissant les employés concernés.
On sait que les tribunaux ont depuis considérablement restreint le pouvoir d'adopter ce genre de loi. Cinquièmement, le suivi donné aux recommandations des commissions d'enquête. 3 d'entre elles me viennent à l'esprit immédiatement, à savoir la commission d'enquête sur la corruption de l'industrie de la construction, présidée par le juge Robert Clich, et les commissions Gomery et Charbonneau, présidées par les juges des mêmes noms. On aura noté que les rapports de ces organismes n'ont pas porté bonheur au gouvernement qui les ont créés, puisqu'ils ont tous été défaits aux élections qui ont suivi. Sixièmement, la gestion de scandales. Les lois qui en sont issues ont souvent donné naissance à des changements salutaires. On peut penser, entre autres, à celle qui a réformé le financement des partis publics, des partis politiques. Septièmement, les initiatives ministérielles. Bien que soumis comme les autres à l'agrément du premier ministre, certains projets trouvent leur inspiration première chez les ministres. Ces prises en charge ont souvent été saluées comme de véritables accomplissements. On se souvient avec quelle énergie et quelle persistance Mme Lise Payette, Pierre-Marc était au gouvernement à l'époque, a confondu tous les opposants à son projet de régie d'assurance automobile fondé sur un régime de responsabilité sans faute. J'étais bâtonnier du Saguenay à l'époque et le barreau a livré une campagne valeureuse contre ce projet de loi. Et fort heureusement, le barreau a été défait par la décision du gouvernement. Les ministres sont couramment incités à s'activer dans le domaine législatif. Les médias ont tendance à juger leur performance en fonction du nombre de lois qu'ils ont fait adopter. De là, des pressions exercées sur le premier ministre qu'il doit contenir. Et ça, c'est un des aspects délicats du rôle du premier ministre. Tous les ministres veulent adopter des lois, attacher leurs lois. La loi Johnson, le plan Johnson, enfin, qui vous inscrit dans l'histoire pour l'éternité. Alors, le premier ministre, évidemment, est obligé d'arbitrer, faire le contrôle de la circulation. Bon. Alors, c'est très, très difficile, c'est délicat. Un des contrôles qu'il a, vous l'avez vu, M. Boileau, je pense que ça existe encore. On ne peut pas discuter de rien au Conseil des ministres si ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour, et l'ordre du jour, c'est le premier ministre qui le fait. Alors, on peut donc exercer un certain contrôle, mais ça finit par être le ministre qui insiste continuellement pour qu'on discute de son projet de loi, et il finit par se mécontenter du fait qu'il n'apparaît pas jamais à l'ordre du jour, et puis finalement, ça crée une grande tension. Je me rappelle que ça va vous donner une idée du pouvoir du premier ministre, qu'à un moment donné, il y a un de ses ministres qui a vraiment un règlement qui aurait obligé tous les propriétaires de voitures au Québec de les soumettre à tous les 6 mois un examen des garagistes avec une fiche certifiant que ça a été fait. Et moi, ça m'excédait. Puis un jour, je lui ai dit, touche pas à mon char. Ça arrête le cas, mais je sais qu'ils l'ont fait depuis mon départ. Ah oui? Oui, ils ont touché au char de tout le monde. Les interventions constitutionnelles. Terrain fertile en mobilisation politique et médiatique. Plusieurs de ces interventions marquent des temps forts de notre histoire nationale, telle la Charte des droits et libertés de la personne, les renvois relatifs à la modification et au rapatriement de la Constitution. Il en est de même des recours à la clause non-obstant. Un exemple le plus actuel, bien sûr, est son utilisation en sauvegarde de la loi sur la laïcité de l'État. On aura remarqué que le choix de l'intitulé d'une loi peut être aussi un geste politique. De dérogatoire, la clause non-obstant est maintenant présentée comme une mesure visant à préserver la souveraineté parlementaire. Une nomenclature susceptible d'une perception plus positive que celle d'une dérogation à un droit fondamental. Neuvièmement, les sinistres et autres imprévus. On ne peut les prévoir, mais on peut prévoir qu'il y en aura. Donc, l'obligation d'intervention législative en rapport avec des crises quelconques, inondations, verglas et autres calamités. Elle traite d'indemnisation, de consolidation d'infrastructures, de lutte contre la pandémie et autres cas fortuits. Comme on peut le voir à l'énumération précédente, il existe de nombreuses circonstances où, de nature,
existe une obligation d'entreprendre une démarche législative. En d'autres cas, cependant, le législateur jouit de la discrétion de légiférer ou non, ou même d'abroger des lois désuètes, de faire abroger par l'Assemblée nationale, des lois désuètes ou jugées contraires à sa politique. On me permettra, en guise d'exemple, de rappeler l'exercice auquel mon gouvernement s'est livré durant les années 97-98 pour éliminer les organismes devenus inutiles parce que faisant double emploi avec d'autres instances ou devenus désuets. Un groupe de travail que présidait M. Joseph Facal réunissait, entre autres, les députés Camille Lorrain et Jean Campeau, et ils ont passé en revue 204 organismes gouvernementaux créés par législation. Il en a résulté l'abolition d'un très grand nombre, ainsi que plusieurs fusions, dont celle d'où émergea l'Institut de la statistique du Québec. Combien d'autres organismes ne devraient pas faire l'objet de notation de même nature aujourd'hui? Et c'est une des choses les plus frustrantes que j'éprouvais, moi. Après, d'abord, on avait décidé, nous, qu'il y avait trop de réglementation, il y avait trop de bureaucratie. Là, tout le monde pense ça. Tout le monde pense qu'il y a trop de bureaucratie. Et puis, maintenant, on commence à nouveau. On va s'attaquer à la bureaucratie, donc on va éliminer les règlements, en particulier des règlements. Il y a des tonnes de règlements. Il y a des avocats qui font carrière uniquement par un seul règlement, parce qu'ils sont les seuls à le connaître. Les seuls épais, etc. Bon, ça devient l'héritage même de leurs enfants qui les remplacent dans leur bureau d'avocat. Alors, nous, on avait décidé, non, c'est assez, nous, on va faire un effort. On va sortir la hache, puis on va couper. Effectivement, on a fait un gros effort. C'était un travail énorme. On a eu beaucoup de contestations, de difficultés. Puis on a réussi à faire un bon bout. Mais moi, je me suis rendu compte qu'après chaque conseil des ministres, Michel Noël de Tilly m'apportait une liasse de documents. Le conseil est fini, là, ou à peu près. Là. C'est le moment où le conseil adopte les nouveaux règlements, les nominations. Certaines nominations requièrent une discussion un peu politique, quand ce sont des personnes qui sont davantage connus ou qui ont eu des liens avec le gouvernement, qui ne devraient pas en avoir, etc. Mais la réglementation. Alors, j'ai signé à chaque conseil des ministres, ça l'épais de nouveaux règlements. Ça pousse comme la mauvaise herbe, la réglementation. C'est incroyable. Ça ne peut pas s'arrêter. Bon, alors, c'est une frustration parce que même lorsqu'il s'avère de recourir à une législation, le décideur peut encore bénéficier d'une marge de manœuvre pour déterminer le degré ou la configuration de l'intervention. Mais en somme, le pouvoir de légiférer comporte celui de ne pas l'exercer, ou encore de calibrer les modalités des interventions. J'aimerais rappeler que toute législation à caractère normatif ou créatrice d'un organisme s'accompagne usuellement d'un appareil bureaucratique. À cela s'ajoute la réglementation, une cause additionnelle d'alourdissement du char de l'État. À cet égard, il me paraît relever de la responsabilité du décideur d'éviter les excès de législation. Il y a la bonne législation, la mauvaise législation, il y a aussi pas de législation. Alors, le premier ministre, c'est de lui qu'il s'agit, il doit résister aux pressions d'organisations de toutes sortes qui souhaitent se voir attribuer une loi organique propre. Chacun veut sa loi. On se demande si le Code civil a encore sa pertinence quand autant de créations de l'État persistent à en doubler l'application. Citons aussi les groupes d'intérêt qui sollicitent l'adoption de lois relevant davantage d'énoncés de principes que de dispositions normatives. Bien entendu, cette législation boulimique sera elle aussi associée d'un pouvoir de réglementation. Ici, comme dans tous les cas d'intervention où entre un élément de discrétion, il faut s'en remettre au jugement ultime du chef du gouvernement. J'insiste beaucoup là-dessus parce que moi, ce que j'ai découvert au gouvernement, c'est le pouvoir énorme du premier ministre. Pas absolu, mais énorme. C'est d'ailleurs de cela qu'on s'ennuie le plus quand on a quitté la politique. L'aiguille, dans le jugement qu'il va exercer, le premier ministre, l'aiguille oscille entre deux pôles. Elle portera d'un côté vers une posture conservatrice, de l'autre vers une nette orientation social-démocrate, tandis que les modérés se rangeront un peu partout entre les deux. Il arrive aussi de trouver hors échelle
des électoralistes et des lecteurs assidus de sondage. C'est-à-dire que, dans les cas où une marge de discrétion est possible, la décision de légiférer repose sur des jugements d'espèce. Se pose alors la question des facteurs dont la considération emportera la décision. Tout se joue à partir d'un équilibre à établir entre des déterminants comme les valeurs de société du décideur et de son parti, de son souci de responsabilité sociale, ainsi que de la dynamique parlementaire ou politique du moment. Un gouvernement minoritaire voit en effet sa latitude d'action considérablement restreinte. C'est aussi le cas de la proximité des élections, qui peut accélérer, retarder, inspirer ou écarter une législation. Au-delà des études et des consultations dont un décideur prudent voudra normalement éclairer sa réflexion, ne perdons pas de vue que la décision appartient au Premier ministre. À partir du moment où il peut opérer à l'intérieur d'un champ de discrétion, son choix s'inscrira entre deux lignes de force. D'une part, insister sur l'amélioration du sort des plus démunis. D'autre part, harmoniser ce souci avec des préoccupations fiscales, de responsabilité fiscale. Il lui faudra résister tant bien que mal à la tentation du syndrome électoraliste ou d'une hypothétique acceptabilité sociale, domaine réservé au magistère des médias sociaux. En excluant les situations qui contraignent une législation, on entre dans le champ de la politique, donc des choix personnels du Premier ministre, de ses collègues et de leur formation politique. Ainsi nous est rappelé la nature inévitablement humaine de la démarche législative. Bien qu'elle soit soumise à un processus strict, elle s'élabore dans un univers subjectif. Et même si elle procède de la nécessité d'aligner les comportements politiques et sociaux sur des balises rationnelles, la loi est faite par des hommes et des femmes, appliquée par des hommes et des femmes, à d'autres hommes et à d'autres femmes. On ne saurait donc se surprendre d'y trouver un large éventail de sensibilités, ainsi qu'une diversité d'intérêts et parfois de calculs. Dans notre régime parlementaire, l'espace laissé ouvert aux aléas du politique est heureusement régi par les lois suprêmes de la démocratie. Ce sont elles qui protègent ultimement l'intégrité des fonctions législatives et judiciaires. S'il est vrai que le fonctionnement des institutions repose sur la qualité des personnes qui les incarnent, ces institutions trouvent elles-mêmes leur soutien et leur protection dans la transparence et les redditions de comptes exigées des élus. Tout ne s'arrête donc pas au seul lancement du processus, car il prévoit d'autres filtres. Une fois passé au comité de législation, la commande est soumise à différentes analyses, dont celle des légistes. Je sais d'expérience que leur avis compte. D'abord sur la conformité de certains contenus, et plus encore sur le libellé du projet de loi. Ce dernier devra aussi franchir des étapes de l'étude en commission parlementaire, du débat à l'Assemblée nationale, répercuté dans les médias et sur la scène publique. Les autres présentations vous en diront bien davantage sur cette question. En bout de piste, les citoyens pourront toujours trouver un confort dans la vigilance d'une opinion publique éclairée, conjuguée avec la crainte salutaire de la sanction électorale. Merci. On a un peu de temps pour la... Oui, on a un peu de temps pour des questions. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, Hélène. Bonjour, est-ce qu'on vous appelle encore, M. le Premier ministre? C'est quoi Rappelez-vous que le Premier ministre Jean Charest, oui. Et Pierre-Marc était moins, on était ensemble, a décidé à un moment donné, d'office, je pense qu'il avait le droit de le faire puisqu'il l'a fait, de décerner la Grande Croix de l'Ordre national du Québec à tous les premiers ministres qui avaient rempli la fonction. Et à ce moment-là, on était convoqués à l'Assemblée dans le Salon Rouge. Il y a eu une grande cérémonie, présidée par le Premier ministre, M. Charest, et Pierre-Marc, M. Parizeau, Daniel et moi. On a reçu la décoration, il y a eu des discours. Bon. Et à ce moment-là, il a été annoncé que dans le protocole québécois, on nous appellerait toujours Premier ministre. Il y en a qui le savent, des gens très, très sophistiqués le savent.
Les autres sont tolérés. Ben, est-ce qu'on dit honorable de premier ministre? Non. Non. Honorable, il faut avoir été ministre fédéral. Il faut avoir été fédéral, ministre ça. fédéral. Mais Moi, je suis honorable parce que j'ai été ministre fédéral. Oui, mais alors, C'est monsieur. Oui. Correct? Monsieur, madame. C'est déjà pas mal. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Merci pour cette présentation éloquente. Ce que je voulais savoir, c'est au Conseil des ministres, lorsqu'un ministre présente son projet de loi, c'est tellement technique d'un ministère à l'autre. Comment les autres ministres réagissent? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'informations? Est-ce qu'ils interviennent ou bien ils ne peuvent pas parce qu'ils ne procèdent pas à l'information et à la connaissance? Oui, il y a ça, il y a la technique. Ils pourraient toujours, il y a des ministres qui sont capables d'intervenir dans les dossiers de leurs collègues. Mais il est de bienséance, pour le bien de la carrière en particulier, de ne pas trop se mêler des affaires des autres. Parce que si Pierre Mac, quand il était ministre, s'il présente un projet, que moi je suis ministre aussi, puis je le démolis, puis je le combats, quand je ferai mon projet à moi, il va s'occuper du mien. Alors, il y a une règle de gouvernance politique. Non, il y a bien sûr, il y a des débats où tout le monde doit participer. Mais en général, il faut être parcimonieux dans une intervention qui concerne le projet d'un autre ministre. Donc, ça appuie l'idée. À mon époque, c'était ça. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je présume que c'est la même chose encore. Et surtout, si tu me permets. Oui. Oui, sur le premier ministre. Oui. Mais surtout que quand le premier ministre a parlé, c'est fini. Personne ne va oser contester ce que dit le premier ministre. Il faudrait des égards qui viennent de la cour de Louis XIV pour que ça passe. Parce que le premier ministre, quand il a parlé, le premier ministre que. Vous savez, à l'époque, on faisait des conversations avec Pierre Mac. Je ne sais pas si vous le faisiez avec M. Lévesque. Nous autres, on le faisait ça de temps en temps, quand il y avait un problème politique compliqué ou vraiment il fallait avoir le pouls du Conseil des ministres. On faisait un tour de table. On ne le faisait pas souvent. C'était le moment où on disait aujourd'hui, on va prendre 1 heure pour qu'on discute de telle question, puis là, on faisait un tour de table. Chacun donnait son opinion autour de la table. Ça durait un certain bout de temps. Et il était prévu de règles qu'après ça, le premier ministre dégageait le consensus. Alors, prérogative importante, mais redoutable que de dégager un consensus. Je me souviens qu'il y avait un ministre qui était au cœur de ce dossier, etc. C'était son dossier à lui, en fait. Et puis, je dégage le consensus, puis évidemment, je n'étais pas d'accord avec lui, alors je dégageais un consensus qui était vraisemblable, mais qui ne faisait pas son affaire. Alors, il s'était patienté. Puis il a dit, Monsieur le Premier ministre, puis moi, je disais à M. Letilly, dans le fond, vous savez comment ça se passe, il y a seulement qu'une personne qui est assise sur le Conseil des ministres, le secrétaire général, il est dans le coin sur un petit bureau, comme un écolier, avec écrit tout à la main, puis etc. M. Letilly, vous avez noté le consensus, je vais vous le dégager. Puis là, je dicte à Letilly mon consensus. Puis là, bon, c'est silence. Là, le ministre s'emporte. C'était un homme intéressant. C'est un de mes amis, il était vraiment formidable, mais c'était un homme sanguin, puis il croyait à ce qu'il... Monsieur le Premier ministre, en tout respect, c'est pas vraiment le consensus. Mais là, c'est grave, ça, vous savez. Là, c'est l'autorité, là. Le leadership du Premier ministre, c'est puissant, mais il ne faut pas le laisser s'affaiblir par même une égratignure, là. Alors, il fallait que je l'assassine. C'était mon ami. C'est dur d'assassiner son ami. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, si vous voulez dégager les consensus, vous avez une couple de choses à faire avant. Vous devez démissionner, ensuite faire en sorte qu'une course au leadership soit déclenchée, et vous devez la gagner. Et là, si vous êtes élu, chef du parti, le premier ministre, vous serez assis ici, et vous dégagerez les consensus, mais pas aujourd'hui. Merci. Alors, évidemment, ça a rappelé à tous les autres là, que les consensus étaient... Hein, bon. Alors, c'est très... Il n'y a pas de vote, hein, ça ne vote pas au Conseil des ministres. Quelqu'un qui s'aviserait à demander le vote... ça va être son dernier geste au Conseil des ministres. Ils sont tous assis sur une chaise escamotable. Hein? C'est comme si on avait dans notre bureau un tableau avec des petits boutons de toutes les couleurs. Là, maintenant, il y en a 23 là, maintenant. 23 boutons. Puis là, vous êtes chez vous dans votre bureau, le Premier ministre, puis c'est le bouton, puis c'est fini. Out. C'est comme ça, hein? C'est très, très cruel. Puis les gens le savent, ils connaissent Alors, c'est redoutable. C'est redoutable. Puis un pouvoir, ça use.
plus vous faites de l'arbitrage, plus vous finissez par blesser des gens. Vous en faites pas des ennemis, mais des gens mécontents. Alors, c'est un pouvoir qui est considérable et fragile. Comment est-ce que c'est perçu dans la machine? Ben, la machine est sur mon courant, mais n'assiste pas au conseil des ministres. Non, bien sûr. Bon. Mais À l'occasion, on va inviter un ça cause des sous-ministre. frustrations. À l'occasion, un ministre ne contrôle pas son dossier. Il va le faire expliquer par un sous-ministre qui vient avec lui. Oui. Puis souvent, le sous-ministre, on voit que c'est pas lui qui a rédigé le texte. Moi, il m'arrivait de dire, monsieur le sous-ministre, c'est très bien. Est-ce qu'on pourrait vous revoir avec la personne qui a rédigé le document? Là, il arrivait des jeunes, c'est des jeunes souvent, puis, confus, puis craintifs de la réaction négative des représailles de son sous-ministre. Faire attention à ça, ces affaires-là. Alors, ta question était plus précise que ça. Non? Ben, est-ce qu'il n'y a pas une frustration de savoir que il y a une seule personne, finalement, qui décide du sort du projet que quelqu'un peut... Oui, il y a une frustration, mais il ne faut pas l'exprimer. La règle, c'est de ne pas l'exprimer. Oui, sûrement une frustration. Mais je pense que dans le fond, vous savez, c'est de la gestion humaine. C'est que quelqu'un, bon, j'ai des pouvoirs, je suis premier ministre, bon, c'est comme certaines personnes le font à Washington présentement. Bon, mais ça, c'est pas la façon... c'est une culture, c'est une façon, c'est un instinct, c'est une façon de traiter les gens avec respect, parce que ce sont tous des collègues de combat et de lutte. La politique, c'est une lutte aussi. Alors, puis la personne qui est premier ministre, en général, elle a franchi des étapes au sein du parti. Les gens ont fait des combats ensemble, ils ont vécu ensemble, ils se connaissent, il y a du respect. Et c'est certain que ça ne peut se faire que dans le respect, l'exercice de ce pouvoir-là. Certain. C'est sûr. Oui, une question? Monsieur le Premier ministre, si ça, c'était votre façon à vous de gouverner, est-ce que les autres premiers ministres le font de cette façon aussi? Chacun doit avoir son style. Pierre-Marc nous dira quel était son style à lui, celui de M. Lévesque et de M. Parizeau, parce qu'il a siégé avec les deux. Donc, moi, je n'ai pas eu la même diversité de premiers ministres à Ottawa plus, mais à Québec... Non, mais je présume qu'il y a des règles qui sont constantes. Il y a des règles qui sont constantes. La seule différence, c'est le temps d'écoute du premier ministre Ouais. de l'intervention. Ouais. Mais moi, j'ai entendu des choses. D'abord, on ne peut pas tout raconter parce que si on ne peut pas nommer les gens, puis c'est un secret hein, qui s'attache à ça. Mais chacun doit avoir son style, mais il y a des choses qui sont fondamentales, toujours les mêmes, dans le fond. Les ressorts humains sont toujours les mêmes. Mais le système a été conçu pour donner le pouvoir au premier ministre. C'est conçu pour ça. Il faut que ce soit ça. Il faut que vous l'acceptiez comme premier. Il faut que vous l'acceptiez. Mais moi, j'aurais une autre question. Oui. Est-ce que ça peut avoir l'effet que des choses sont faites en amont? Les consensus puissent se faire en amont pour éviter d'avoir le premier ministre de décider. Il y a beaucoup de cas où c'est fait comme ça. Il y a beaucoup de cas où on n'a pas usé de son pouvoir d'intervention magistrale. Il y a des choses qu'il faut s'assurer de ça. Il faut user le moins souvent de son pouvoir. Et justement, de susciter des consensus en amont, c'est sûr que c'est préférable. Mais il y a toujours des cas délicats, difficiles, qui sont plus critiques, là, sûrement. Puis il y a des situations politiques où le gouvernement, quand ça va bien, tout le monde est de bonne humeur. Quand ça va mal, c'est le climat qui préside à des conseils des ministres d'un gouvernement qui va mal. Ça tranche au couteau. Ça arrive parfois que ça aille mal pour les gouvernements. Oui. Vous avez évoqué le recul du Parti gouvernemental. Je me demandais à quel point les députés qui sont pas ministres, à quel moment ils sont informés dans le processus, à quel point ils veulent avoir une influence. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et ça aussi, ça fait partie d'une gestion avisée du pouvoir que vous avez. Parce que votre pouvoir, il n'est pas si absolu que ça, au contraire même. Et moi, j'ai toujours considéré que mes vrais patrons, je les rencontrais tous les mardis soirs. Les députés. Les députés qui rentrent de leur circonscription. Ils n'ont pas ça la fin de semaine, là.
Ils ont entendu parler des gens. Ils ont testé des projets, des idées auprès de leurs électeurs ou auprès du parti local. Puis ils arrivent avec des opinions. Et puis, c'est là aussi qu'ils se défoulent contre les ministres. Parce que, vous savez, la tragédie d'être un député ministériel, de voir ses collègues ministres, la différence est transcendantale. Le ministre a des budgets énormes. Il a une présence médiatique constante, la télévision, la radio, les conférences de presse dans les corridors, la limousine, du personnel, le cabinet, la masse de ses fonctionnaires qui travaillent pour lui. Bon. Mais pourtant, l'autre, il est député aussi. Et puis, il aurait très bien pu être nommé ministre. Parfois, il ne l'est pas parce qu'il n'est pas dans la bonne géographie. Hein, vous savez, tantôt, vous parliez des critères. Alors, il nous est arrivé, je pense, de nommer des ministres qui étaient moins compétents que d'autres, qui auraient été meilleurs. Ils n'étaient pas dans la bonne circonscription. Tu sais, la région de l'Abitibi, il faut qu'elle soit représentée. La région de l'Estrie, il faut qu'elle soit représentée. Puis, ça dépend que si les électeurs nous ont donné assez de choix par les députés qui ont été élus. Alors là, il y a toujours une tension entre les députés et les ministres. Puis les députés, ce qu'ils n'aiment pas, c'est d'être considérés comme inutiles ou comme des machines à voter. Alors si, par exemple, ils n'ont pas vu venir un projet de loi, puis qui peut susciter des problèmes d'appréciation, de jugement, puis là, on dit, oh, non, demain, vous allez voter ça, levez-vous, puis votez ça. Si vous perdez ça, là, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes pas un gouvernement. Puis le premier ministre est élu dans son circonscription, mais les députés, puis la partie en arrière sont très, très importants. Alors, la gestion des députés, si bien que dans les cabinets en général, c'était mon cas, on avait quelqu'un de particulièrement avisé, avec un doigté remarqué, qui, lui, ne s'occupait que du caucus. Confessait, les députés mécontents, on le sait. Hein? On le sait, vous savez, un tel est mécontent, attention, il n'est pas de bonne humeur, on le savait. Alors là, il fallait lui le traiter. Parfois, il le fait venir au bureau pour jaser, parfois manger avec lui. On raconte l'histoire de M. Bourassa, qui était un orfèvre dans la gestion de son caucus. Et un de ses députés d'arrière-ban, que pas un député le plus flamboyant, était travaillé au corps par Jacques Bassard, qui voulait le convaincre de traverser la Chambre et de trouver le Parti québécois. Puis il est en train de réussir. Et M. Bourassa l'a appris, évidemment, touché sur la colline. Alors, pour la première fois de sa vie, le député était convoqué à manger un midi avec M. Bourassa. Alors là, M. Bourassa, il faut l'avoir connu, savoir comment il était. Il était extraordinaire. Les remparts, oui, il était gentil, il était fort. Puis comment ça va, toi? Puis Colette, elle va bien? Puis tes enfants? Oui, bon. Il dit, puis là, il discute, puis là, il est 2 heures. Puis là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est le premier ministre. Le Conseil des ministres vous attend. 4 heures d'eux autres, je suis avec mon ami, là. Là, il dit, sais-tu, t'as l'air fatigué. Non, je suis pas trop fatigué. Oui, t'as l'air fatigué. Va te reposer un peu dans ton côté, puisqu'il avait peur de Jacques Bassard qu'il voyait tous les jours. Va te reposer. Vous pensez, oui, va voir tes enfants, ta famille. C'est dur, la politique. C'est la famille, il faut pas la perdre non plus. Oui, mais j'ai pas mon auto. Oui, il y a une mousine, puis il a envoyé se promener pendant une semaine. Bassard a perdu son lien, puis il est resté avec les libéraux. Gestion du caucus, très important. C'est pas toujours des cas aussi ridicules, là. Mais vraiment, il faut les députés, là, il y a des gens capables, des gens déjà avertis, là, des gens qui ont la parole aussi, puis qui vont se lever au caucus le mardi matin, puis le mardi soir, puis qui sont pas de bonne humeur. Puis là, c'est vous, là, le premier ministre, là, faut répondre, faut les ménager. Puis là, ils sont mécontents. Nous autres, on faisait le déficit zéro. Puis Jacques Léonard était la cible constante, le président du Conseil du Trésor. Il y avait des algarades contre Jacques Léonard, puis ça se vidait le cœur. Monsieur le premier ministre, il m'a encore dit non. T'as dit non, là? Jacques n'avait pas le droit de dire oui. La politique, c'est plein de choses irrationnelles, mais toujours liées à l'humain. Tout le temps à l'humain. Est-ce qu'au-delà du mécontentement, ils peuvent avoir un input négatif, positif sur les... Oui. Il y a des inputs positifs. Des fois, il y a un député qui va se lever, là, puis il va dire quelque chose qui va vous frapper, là, qui va vous faire changer d'idée. Par exemple, on coupait terriblement dans les affaires sociales, puis... Un peu partout. Puis partout, en fait.
On a coupé comme... C'était inhumain, mais on était obligé. On en allait décoter pour la, je sais pas, quatrième fois. Les obligations du Québec, si on avait été décoté une fois de plus, ne pouvaient plus être achetées par les fonds institutionnels, en vertu des règles. Alors là, ça veut dire qu'on n'avait pas le choix. Bon. Et on avait coupé beaucoup dans la santé. En fait, on a trop coupé dans la santé. On a trop coupé. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais il fallait couper partout. Et je me rappelle un soir, il y avait quelque chose qu'on avait coupé là, dans la santé. Vraiment quelque chose de délicat, de critique. Et puis, un député du Lac-Saint-Jean s'était levé, il était fermier. C'était un fermier, maire de son village, avant de faire de la politique, avant de venir à Québec. Petit monsieur, puis il s'est levé, il dit, Monsieur Bouchard, moi, vous savez, là, moi, je critique pas, là, parce que moi, je suis avec le gouvernement, là, puis on va toujours vous appuyer, vous le savez, là, mais quelque chose que je comprends pas, moi. Oui? Ah oui, mais vous savez, je suis encore sur ma ferme, j'ai des animaux, là. Puis quand les animaux sont malades, au bout d'une heure, le vétérinaire est dans mon étable, puis il soigne l'animal. Puis quand mon petit-fils, l'autre jour, était malade, il demeurait loin de Robertval. Il a fallu aller à Robertval, ça nous a pris 2 heures, on a attendu en urgence. Pensez-vous que ça a du bon sens, ça, M. Bouchard? D'après vous, là. Puis la mesure qu'on va adopter, là, pensez-vous qu'il faut continuer dans ce sens-là? Puis moi, je dis, ouais, on se tenait raide hein, sur le déficit zéro. Là, moi, je dis, c'est correct. Là, vous avez raison. Ça, il avait été très émouvant. Très émouvant. Puis c'est une chose vraie, là. On soigne les animaux actuellement. On soigne les animaux à domicile. Comme ça. Mais nous, on ne peut pas se faire soigner, puis nos enfants non plus. C'est ça qui se passe, là. Ce qui se passe, on n'en parlera pas de ça parce que je ne veux pas entrer dans le... Mais, en tout cas, c'est pour dire que le caucus est important. Puis un des maîtres du caucus, c'était Brian Mulroney. Il a passé un peu la leçon à Charest. Mais Brian, là, à chaque caucus, il racontait ce qui s'est passé la semaine dernière. Voici ce qui s'est passé. Là, j'ai vu mardi dernier, maintenant, le lendemain, mercredi, là, Mila et moi, on est partis, puis on est allés, puis on a fait ci, puis on a vu un tel, puis voici ce qui se passe, puis il mettait dans sa famille, sa vie de famille. Il a gardé longtemps son caucus, puis Charest faisait un peu la même chose. Moi, je pense que c'est une des responsabilités premières du premier ministre de s'assurer de l'appui de son caucus, puis de les traiter comme des humains, puis de les respecter, puis de temps en temps, de renvoyer sur le banc des ministres, puis les remplacer par des députés qui veulent y aller. C'est très difficile à faire parce que vous devez rencontrer... Moi, ça m'est arrivé d'en envoyer 4 sur le banc, un remaniement. Il faut les rencontrer un par un. Puis il faut les convaincre que c'est pour le bien de la nation. Puis de passer à le ministre à député, là, c'est terrible. Là. C'est une démotion terrible dans son comté, etc. Puis c'est un changement de vie. Mais ça permet aux autres d'espérer un jour d'être aussi député. Si on perdu espoir d'être ministre, là, ça va mal aller. Alors, c'est ça. C'est la gestion constante. C'est stressant. C'est pas mal stressant. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions? Oh, je pense. Ah oui, excusez-moi. Si on poursuivait sur ça, est-ce qu'il peut arriver qu'on ait des consultations officieuses avec l'opposition aussi pour déminer ou tester le terrain? Est-ce que ça arrive ou c'est totalement impensable d'avoir cette approche un peu... Sur des projets de loi, moi, ça ne m'est pas arrivé. D'abord, on savait que je serais contre tout le temps. Bon. Une chose que j'avais faite, par exemple, c'est qu'à un moment donné, l'avion du gouvernement, c'est M. Lesage qui l'avait acheté. Donc, c'est pas longtemps qu'il volait, là, Challenger. D'ailleurs, il ne pouvait pas aller en Europe directement. Puis il était vieux, puis il servait surtout au transport des malades dans le Nord. Puis il fallait en acheter un autre. Il fallait. Surtout à l'usage du premier ministre. Alors là, c'est périlleux. Une des choses les plus périlleuses en politique, d'acheter un avion. J'étais à Ottawa, dans l'opposition, quand j'ai vu Brian Mulroney acheter un Airbus 320 avec une douche dedans. Là, j'ai vu Charest se lever, le démolir. Le Taj Mahal, vous allez voler le Taj Mahal. C'était un tollé. Mulroney ne l'a jamais pris. Puis après, Chrétien non plus, parce que alors, c'est les fonctionnaires et les généraux qui se promenaient dans le bus 320. Alors, moi, je me voyais pris pour acheter un avion. Je parlais à Charest.
Regarde, on va acheter un avion. Si tu fermes ta gueule, tu vas pouvoir l'utiliser. Quelle consultation. On m'a dit, tu dois savoir que M. Lévesque, parfois parlait avec Gérard Lévesque, de la BTB lui aussi, et de la Gaspésie lui aussi, puis qui était leader parlementaire, je pense. Hein? Mm. Et puis Jean-Roch est là, il va le confirmer. Jean-Roch? Oui. Ouais. Il se parlait des fois, là, puis, il était capable de se parler. Puis c'est important en politique de pouvoir se parler encore, même si on a des adversaires en face. T'as des amis. Ouais. Moi, ça m'est arrivé de régler des affaires avec Charest aussi. Ça m'est arrivé. Ah oui. Et régler des choses qu'il faut régler. Ou même parfois avec le fédéral. Des fois, il faut le fédéral pour régler des affaires, puis eux aussi. On en règle. Dans les bureaux de premier ministre, les gens ça continue de se parler quand c'est correct, là, puis on règle des affaires. On en règle. Mais pour le Parti québécois, traiter avec le fédéral, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. Puis, Jean Chrétien, nous, on ne fait pas se voir en public. C'est très, très, très tendu. Très difficile. Mais quand même, il faut que les gouvernants puissent continuer de se parler. La démocratie le requiert, on est obligé, nous aussi. Il faut qu'il... Puis c'est pas écrit nulle part. M. Boileau, ça échappe à votre réglementation. J'ai senti que vous en voudriez plus en haut. J'ai senti un peu que vous trouvez que ce que j'ai appelé l'après, ça, c'est très bien couvert. Vous avez beaucoup de réglementations, mais j'en revenais pas que de votre système finisse par sortir un projet de loi, tellement ça a l'air compliqué. Mais en tout cas, je comprends que ça prend de rigueur, puis il faut de la consultation, puis personne ne s'en plaint d'ailleurs, je pense. Mais j'ai vu que ça vous met pas très à l'aise de penser qu'avant ça, les gens font un peu ce qu'ils veulent, là, tu sais. Mais il faut que ça reste comme ça. Il faut que la discrétion puisse... Pas la discrétion maladive, là, mais il faut que les gens puissent quand même agir dans un minimum de liberté, selon ce qu'ils pensent, selon ce qu'ils éprouvent. Puis après, ils vont payer pour. Hein? C'est eux autres qui vont devoir le défendre. Parce que mon dernier mot, c'est sanction électorale. C'est drôlement important. Ça, c'est un mécanisme très important dans une gestion ordonnée du gouvernement. La sanction électorale. Alors, merci beaucoup. Et